triomphe, rejoins le parti sans culot. Citoyens, citoyennes, on vous court. Des citoyens propres dans une ville propre, nos enfants nous regardent. Pour l'honneur, pour servir, pour la gloire, nous avançons. Je suis un citoyen ordinaire. Citoyen, soldat, frère, père. Citoyen, c'est mon devoir de citoyen. Je vais avec mon devoir. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix citoyennes, Aurélie Gros, Stéphane Pellet. Très heureux de vous retrouver avec nos amis, nos co-présidents du G500 citoyens ce soir. Bonsoir Aurélie Gros. Bonsoir Philippe David. Bonsoir Stéphane Pellet. Et bonsoir. Alors, la semaine dernière, vous étiez absent. Vous pouvez nous faire un petit débrief de l'étape culturelle de Toulon ? Eh ben, une étape vraiment culturelle sur l'exception culturelle qui est un vrai sujet et encore plus aujourd'hui puisque la baisse des subventions au niveau des collectivités territoriales, au niveau de l'État, partout, impacte énormément cette exception culturelle puisqu'à partir du moment où ce ne sont plus les collectivités, ça veut dire que c'est du privé, du rendement, on n'est plus dans cette exception qui fait justement la beauté de la culture dans notre beau pays. Donc Charles Berling était présent, beaucoup d'associations, des enseignants et ça a été un débat suivi de lecture de textes d'Hannah Arendt plutôt passionnant. Donc, qui n'était pas là, mais sur la notion de démocratie et des résolutions qui seront mises en ligne très prochainement. Donc la culture n'a pas été en rade. C'était magnifique et puis on était à Toulon. Le beau théâtre Liberté Château-Vallon sur la place de la Liberté. Toulon est une ville magnifique. Ah, c'est très joli, oui. Ils ont pratiquement tout refait le centre-ville, c'est extraordinaire. À quelques encablures de l'opéra, puisqu'en fait il y avait aussi des représentants de la Réunion nationale des opéras de France. Enfin bref, que du beau monde avec bien sûr. Et un de nos invités ce soir aussi présent. Sud Radio. Et je suis sûr que parler de Château-Vallon, ça a donné envie à Aurélie de chanter Puissance et gloire d'Herbert Léonard dans le feuilleton Château-Vallon, n'est-ce pas ? Bien sûr, évidemment, mais on va réserver ça pour la fin de saison, vous voyez, avec grand plaisir. On fera des duos, on va jouer un karaoké, voilà. Parfait. Et la prochaine étape, c'est dans quelques jours à Marseille. Et c'est à Marseille avec l'étape jeunesse et notre célèbre Toc-Tic, pour ceux qui connaissent. Là, je vous... Non, TikTok, je connais, mais... Eh ben voilà, ça y est, vous avez réfléchi. Ah oui. Oui. Waouh, c'est beau, hein. Ouais. Maxime, merci, notre réalisateur qui a la culture musicale pour ça, même s'il n'était pas né à l'époque de ce feuilleton. Voilà, je suis pas sûre que comme exemple de musique pour la jeunesse ce soit vraiment adapté, mais pourquoi pas. Mais moi je trouve ça, Herbert Léonard chantait très bien. Moi aussi. En passant, hein. Donc en tous les cas c'est le 26 avril à Marseille, on vous révélera la semaine prochaine le lieu parce que c'est un lieu très sympa au bord du vieux port, une salle qu'on va réserver à toute une série de jeunes d'associations marseillaises et qui viendront donc débattre en effet de la citoyenneté, comment on fait société quand on est tout jeune et qu'on en a marre un peu des codes classiques. C'est pour ça qu'on dit Toc-Tic. Toc-Tic, d'accord, on va en parler dans les vraies voix. Allez, au sommaire, en France, près de 6 Français sur 10 déclarent donner au moins une fois par an à une cause, mais seuls 5% des associations mènent des campagnes de levée de fonds structurées et stratégiques. Alors comment professionnaliser la générosité ? Comment rendre le don plus collectif, plus viral, plus visible ? Ce soir, on ouvre l'émission avec Anna Cohen, directrice France de Charity, une plateforme qui transforme la levée de fonds en campagne d'adhésion, de mobilisation et de communauté. Avec déjà plus de 100 millions d'euros collectés dans le monde, Charity change la donne au sens propre comme au figuré. Chaque année en France, moins de 5% des documentaires diffusés à la télévision sont issus de productions indépendantes engagées. Et pourtant, ce sont des films qui souvent ouvrent les yeux, réveillent les consciences, transmettent des récits oubliés. Avec nous ce soir, Michel Noll, réalisateur, producteur et président d'Écran des Mondes, une association qui défend depuis des années un cinéma documentaire libre, engagé et accessible à tous. Des projections, des débats, des festivals, mais surtout un combat pour la diversité des regards sur le monde. Les vraies voix Sud Radio. Et on commence avec vous, Aurélie Gros. Et oui, parce que je suis ravie, nous recevons une personne ce soir sur notre plateau qui croit à la force du collectif, à l'intelligence du don et à la puissance d'une communauté quand elle se mobilise pour une cause. Et je trouve que c'est toujours bien aussi de montrer qu'il y a des personnes qui, au-delà, ne sont pas forcément dans l'association, mais aux côtés d'eux. Et Anna Cohen, qui est avec nous ce soir, est directrice de Charity. Bonsoir. Une plateforme qui, on peut le dire, révolutionne la levée
des fonds associatifs. Bonsoir Anna. Bonsoir Aurélie. Alors, expliquez-nous un petit peu comment s'est développé Charity en France et voilà votre vision. Expliquez-nous un petit peu pour nos auditeurs. Et comment elle est née aussi. Et comment elle est née. Alors bonsoir à vous tous. Donc Charity, c'est une plateforme qui a commencé à la base aux États-Unis en 2013 et dont toute la vocation était d'accompagner les organismes à but non lucratif, donc les associations, les fondations, dans des collectes de dons très structurées, très professionnalisées et surtout volontairement très courtes dans le temps, aussi bien le temps de préparation que le temps de direct de la campagne. Le modèle s'est exporté doucement et il est arrivé en France en 2018. Ça a concordé à peu près au moment où j'ai pris les bureaux français, mais en vérité plutôt même francophones, puisque je gère également des campagnes en Suisse romande, en Belgique. Et donc à partir de là, le modèle s'est exporté. Alors au début c'était pas forcément facile. Les gens me disaient ton concept à l'américaine, pas sûr que ça marchera ici. Et puis finalement on a commencé à travailler avec des associations. Vous savez comment c'est, il y en a toujours une qui nous fait confiance. Et ensuite, à la vue des résultats, on en a eu beaucoup d'autres. Au moment où je vous parle, depuis 2018, on a accompagné plus de 200 organisations et collecté plus de 60 millions d'euros. Mais pourquoi, avant de donner la parole à Stéphane, Charity, on connaît charity en anglais, la charité. Pourquoi Charity? J'ai pas compris. Je pense qu'ils ont fait certainement qu'ils devaient avoir aux États-Unis pas mal de plateformes avec le nom Charity. Donc ils se sont un petit peu démarqués et surtout qu'à l'oreille on entend avec l'accent charity. Oui. Donc je pense que c'est. Mais il y a beaucoup d'associations qui m'ont posé cette question, je dois vous le dire. C'est nous qu'elle est. Alors, puisqu'on parle français dans cette émission, qu'est-ce qui fait la différence avec du crowdfunding? Alors ça se rejoint parce que crowdfunding en vérité c'est des campagnes de collecte participative. Donc l'idée en fait c'est de collecter beaucoup de dons. En fait c'est la somme des dons petits, moyens, grand moyen, voire grand, qui va donner finalement des sommes folles, qui va fédérer, qui va permettre aussi de gagner de nouveaux donateurs. Donc ça se rejoint en vérité, ça se rejoint complètement. Mais vous allez nous expliquer vos techniques qui doivent être particulières. C'est intéressant parce que je pense que la plupart des associations qui nous écoutent, puisqu'on a une émission qui est dédiée à tous ceux qui s'engagent, elles pensent justement à ces plateformes qui ont été créées en France comme ailleurs dans le monde, d'ailleurs grâce à Internet. Moi j'en ai une en tête qui s'appelle Ulule, mais d'autres c'est KissKiss, etc. KissKissBank. En fait l'idée c'était, d'une certaine manière on est assez discret, on n'osait pas en parler forcément autour de nous, mais l'internet a permis de dépasser un petit peu sa timidité et puis finalement on apparaît au grand jour. Qu'est-ce que vous, moi j'ai entendu quand même dire que vous avez des moyens, une technique qui permet quand même d'aller beaucoup plus loin encore, non? Alors tout à fait, nous on a une méthodologie qui repose sur 3 grands piliers. Le premier, c'est le temps, je vous le disais. On a des campagnes qui sont volontairement très courtes, c'est-à-dire qu'on considère qu'une fois que la préparation a été optimale, et optimale, ça va vite, c'est entre 8 et 12 semaines. Ça peut être plus long quand l'association est plus importante, a des antennes un petit peu partout. Mais concrètement, une fois que la campagne est en direct, on considère qu'il ne faut pas plus que 36 à 72 heures. Et même 72 heures, on l'a rajouté il y a à peine quelques années, parce qu'en vérité, le vrai modèle de Charity, c'était 24 heures. Mais quand on parlait de ça avec les présidents d'associations, ils me disaient non mais ça y est Anna, tu m'as mis en crise de palpitation là, on va pas pouvoir lever des millions en 24 heures. Qui s'appelle médicalement de la tachycardie. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on est attentif seulement pendant un certain délai très court. En fait, on considère que et surtout de nos jours avec les informations qui vont tellement vite, les gens peuvent pas être focus sur quelque chose pendant des jours. Et si la campagne elle est prête, c'est même limite contre-productif puisque ça va un petit peu diluer la dynamique de la faire durer. Et donc ça c'est un des points où on se différencie énormément des autres plateformes. Une longue préparation et en fait une sorte d'effet buzz et tout de suite. À Charity on aime se dire que c'est comme quand on décolle un avion, il faut que ça aille vite en fait. Une fois que c'est prêt, il faut que ça aille vite pour que ça marche bien. Aurélie Gros. Je pensais que vous alliez faire la coupure pub, donc je ne... Non, il y a encore un peu plus... on peut la faire maintenant et on reprend juste après, on a un petit peu d'avance parce qu'après il n'y a plus qu'une minute 15. Parce qu'on va rentrer dans l'explication. On va rentrer dans l'explication, ça va être plus compliqué. Les vraies voix citoyennes avec bien évidemment Aurélie Gros et Stéphane Pellet et Anna Cohen de Charity France. On se retrouve dans quelques instants.
Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix citoyennes. Aurélie Gros, Stéphane Pellet. Retour des vraies voix citoyennes, comme tous les lundis soirs de 19h à 20h sur Sud Radio, avec Aurélie Gros et Stéphane Pellet. Nous sommes avec Anna Cohen, directrice France de Charity et pays francophone, on va dire ça comme ça. Et vous aviez une question qu'on a décalée de quelques instants pour avoir la réponse dans son intégralité, Aurélie Gros. Rappelez que Charity est une plateforme qui révolutionne la levée de fonds pour notamment les associations. Et c'était justement quel est ce système, comment ça fonctionne et qu'est-ce qui fait ce côté aussi où les gens se prennent au jeu, comment vous fonctionnez. Donc je vous parlais du temps volontairement court. Donc ça déjà, ça crée une genre de tension positive. Le fait qu'on a à peine quelques heures finalement pour se mobiliser, pour se positionner dans la campagne. Le deuxième levier qui participe grandement à la réussite des campagnes, bon ça nous vient directement des États-Unis. C'est très répandu aux États-Unis, ça l'était beaucoup moins en France. C'est en train d'arriver. C'est le matching. C'est ce qu'on appelle le matching, c'est-à-dire le fait que en amont de la campagne, on va trouver des entreprises, des sponsors qui vont accepter d'abonder en temps réel les dons du public. Alors évidemment, chaque sponsor décide du montant qu'il a envie d'abonder, hein, c'est pas non plus un chèque en blanc, mais ça permet en fait de créer ce momentum où les gens se disent « waouh !» C'est-à-dire que si je donne pendant ces 36 ou 12 heures, disons 100 €, ça devient 200 € pour l'association. Génial, c'est l'effet levier. Vous savez, quand on en a parlé avec Aurélie Gros dans un rapport qu'on avait remis au gouvernement au nom d'Idéal Citoyen, notre structure qui permet d'organiser le sommet citoyen, etc., c'était cet effet fonds d'abondement. Nous, on voulait que le public aussi fasse ça, c'est-à-dire que les collectivités créent des fonds, mais qu'on donne aux gens qui ont porté des projets s'ils avaient eux-mêmes déjà commencé à trouver quelque chose. Et cet effet multiplicateur, il est exceptionnel. Vous savez qu'en Angleterre, les levées de fonds, à 90% des levées de fonds qui ont ce système de levier sont doubles. Les fonds, voilà. Donc je pense qu'en effet c'est un système assez génial. Mais expliquez-nous pour une association comment elle pourrait rentrer en contact avec vous, parce que vous avez dit tout à l'heure vous avez aidé 200 structures en France, ce qui était énorme. Je crois plus de 60 millions d'euros ou 100 millions d'euros, je sais plus quel est le chiffre. Plus de 60 millions. 60 millions d'euros. Mais quelles sont les associations que vous privilégiez? Parce qu'évidemment, vous ne pouvez pas répondre à tout le monde. Alors, moi, je publie quasiment chaque semaine sur LinkedIn. Donc, souvent, les gens me contactent sur LinkedIn. Après, pour les associations, on aide vraiment, on accompagne tout un tas d'associations, toutes sortes de thématiques. Évidemment, il y a des prérequis parce que sinon, on serait des magiciens. Le prérequis, c'est d'avoir une communauté. Et là, j'y venais. Le dernier pilier de cette méthodologie, c'est ce qu'on appelle chez nous, dans notre jargon, les ambassadeurs. En fait, ça va être toute cette ressource humaine qui gravite autour de l'association, des bénévoles, des sympathisants, des adhérents, pourquoi pas même des bénéficiaires. Qui vont à un moment donné jouer le jeu et partager la campagne dans leur réseau. Il faut savoir aujourd'hui que prospecter pour des campagnes de prospection, quand les associations font des campagnes de prospection pour gagner de nouveaux donateurs, c'est très très coûteux. Le fait d'avoir des personnes qui vont finalement très facilement rentrer en contact avec leur écosystème, leur réseau respectif, ça va permettre de donner de la visibilité à l'association, de fédérer de nouveaux donateurs et finalement pour un coût dérisoire puisque c'est l'ambassadeur qui s'occupe de relayer votre campagne en fait. Et ils montent des équipes en ces 72 heures, ils se mettent en concurrence les uns avec les autres, c'est presque un jeu en fin de compte. Exactement, et ça c'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur, c'est de créer quelque chose de fun parce que faut quand même savoir que personne n'aime aller demander de l'argent. Mais le fait qu'il y ait cette genre de concurrence saine qui se met dans les équipes, et puis c'est très drôle parce que des fois vous avez des ambassadeurs qui viennent, qui fréquentent les mêmes cercles et ils disent quoi, mais un tel a fait un don dans ton équipe, mais attends, mais je l'ai appelé hier, pourquoi elle a pas fait dans mon équipe? Attends, je vais la rappeler, elle va faire aussi dans mon équipe. Et on a des donateurs comme ça qui s'amusent et qui nous disent bon allez, je fais un don dans les deux équipes, mais après vous arrêtez de me harceler. Et donc c'est très sympathique, les gens terminent la campagne, ils me disent au début on l'a fait parce que c'est un devoir, hein, d'ailleurs c'est un devoir citoyen d'aider les associations, de prendre un peu de temps, mais à la fin on a passé une aventure humaine, on s'est amusé et les gens me disent on sera là l'année prochaine.
Et on a des associations qu'on accompagne comme ça depuis 7 ans, et on a les mêmes ambassadeurs qui reviennent d'une année à l'autre. Et vous avez un exemple d'une association que vous avez aidée et qui aurait dépassé les montagnes. Déplacer les montagnes et dépasser les objectifs. Ou percer les plafonds, qui aurait crevé l'écran, oui. Alors oui, ça aurait fait bugger Internet dans les 72 heures. Tu aurais fait exploser les compteurs. Alors oui, on en a pas mal. Là, comme ça, une qui me vient à l'esprit. Alors c'est un mouvement scout. L'équivalent un peu d'un mouvement scout, c'était pas exactement les scouts, parce qu'on n'a pas encore travaillé avec eux, mais en résumé, je me rappellerai toujours, ils avaient un objectif de 500 000 euros, donc 500 000 euros en 2 jours. On avait réussi à sécuriser 250 000 euros auprès de ces fameux mécènes que je vous parlais, donc qui étaient là en disant, nous on abondera les dons chaque euro jusqu'à 500 000, donc on devait aller chercher 250 auprès des petits, moyens et pourquoi pas grands donateurs. La campagne commençait le matin à 9h et se terminait le lendemain à 21h, donc 36 heures pile. À midi, on avait déjà fini les 500 000 euros. On avait atteint l'objectif. Et vous savez que ce soir, en 3 heures, tous ceux qui nous écoutent et qui sont donc souvent ou des maires dans des villages qui ont des projets ou alors des associations qui ont elles-mêmes aussi des soucis pour financer tout ça, elles vont carrément se mettre à rêver. Donc il faut qu'on fasse aussi attention. D'où ça vient d'après vous le succès? Parce que vous savez, souvent on a fait des analyses, et notamment l'histoire fiscale, on disait... On en parle souvent, aux gens, on dit... on défiscalise les 2 tiers. Vous pouvez défiscaliser. Oui. Mais en fait, on s'est rendu compte que très souvent, c'est pas le moteur de la générosité, en fait. Non, le moteur, c'est ça, en fait. Le sentiment d'urgence, le sentiment d'appartenance. Donc, pour cette association, on a fait un travail incroyable avec l'association qui existait depuis plusieurs décennies pour vraiment mettre toutes les générations, créer un storytelling qui va permettre aux gens qui va donner envie aux gens de s'investir dans la campagne. Et puis, il y a la plateforme qui est hyper addictive. Je vous dis, rien à voir avec d'autres plateformes. On voit les dons arriver en temps réel. On a aussi toute une campagne de communication qu'on prépare pour l'association. Et pour rendre en fait ces 72 heures, 36 ou 72 heures ultra excitantes. Et c'est défiscalisable tous les dons. Oui, c'est défiscalisable, oui. Oui, tant que l'association a un véhicule philanthropique, ça génère des reçus fiscaux automatiques. Et à part ça, notre plateforme, elle est équipée justement pour les associations qui ont, Hope que vous receviez il y a quelques semaines, à plusieurs véhicules philanthropiques en Suisse, en France, et en fait, en fonction de la devise, la machine reconnaît la devise et envoie au donateur le reçu correspondant. Ah oui. Donc elle est très évoluée. Est-ce que c'est pas un peu de la charité en version américaine et qu'il faut la mettre dans les esprits français qui sont pas tout à fait les mêmes? Souvent on a cette remarque, mais finalement, alors oui, on l'a adapté. Moi, j'ai dû adapter pas mal le modèle de base, parce que oui, je vous confirme, il y a des différences culturelles. Il y a des grosses différences culturelles. Oui, il y a des différences culturelles. Par exemple, aux États-Unis, le matching, il peut aller en x4. Moi, j'ai des collègues, leur campagne, c'est en x4, x8 même. En Australie, on peut avoir jusqu'à x8. En France, si vous faites du x8, ça devient contre-productif, les gens vont donner moins. Alors que vous allez surexciter un Américain avec du x4, vous allez un peu décourager un Français. En France, on a un grand exemple très connu, donc c'est Notre-Dame après l'incendie. Donc vous savez qu'il y a eu des grands donateurs institutionnels, les immenses patrons du CAC 40, etc. Patrons du CAC 40, LVMH, etc. Est-ce que ça a ralenti le fait qu'on ait su que 150, 200, 300 millions d'euros étaient donnés? Alors... moi, j'ai un peu de recul sur la partie matching. Après, il faut savoir, et ça je le dis tout le temps à mes clients, une campagne qui marche bien marchera encore mieux. L'argent appelle l'argent. Et ça attire l'attention et on a envie de prendre part parce qu'on se dit c'est la campagne où il faut aussi s'inscrire. Donc non, je pense pas que ça a découragé. Après, je l'ai pas suivi de l'intérieur, donc je pourrais pas avoir la dynamique sur la moyenne des dons et tout. Mais en tous les cas, c'est une question excellente. C'est cette question qu'on a posée à Toulon il y a quelques jours. Et Michel Laune en parlera avec nous tout à l'heure dans la deuxième partie, de cette exception culturelle. Est-ce que c'est quelque chose d'important, d'une certaine manière, de parler de cette exception? Parce que d'une certaine façon, vous faites en sorte que le marché soit pas lui l'alpha et l'oméga et que la générosité publique reste essentielle. Tout à fait. Bon. Aurélie Gros,
Vous avez une question, je crois. Sinon, on en a encore en stock. Non, je t'en prie. Alors, est-ce que vous avez un exemple marquant d'une association qui aurait vraiment raté? Quelles sont les principales erreurs que font les associations quand elles font des demandes de crowdfunding, pour le dire en bon français, comme le disait Stéphane? Pour moi, je pense que... Alors, j'ai pas le nom d'une association en tête, mais j'ai vu des exemples où ça a raté. Le temps de campagne trop long. Il laisse la plateforme ouverte 45 jours. Donc, ce qui va se passer. Les gens oublient au bout de 3 jours. Ce qui va se passer, c'est qu'à la limite, au lancement, les gens, on va en entendre parler. Donc, on va faire des dons au lancement, on va faire des dons un peu à la clôture. Je peux vous dire, moi, même mes campagnes qui durent 36 heures, je peux collecter des fois 20% de l'objectif les 3 dernières heures. C'est-à-dire autant que c'est court et encore les gens attendent la dernière minute. Donc, sur 45 jours, donc vous diluez totalement la dynamique. Le projet, il n'est pas compréhensible. La plupart du temps, où il est mal présenté. Ensuite, quelles autres erreurs? La plateforme, elle n'est pas dynamique. Donc vous voyez plus ou moins la progression, mais vous savez pas qui a participé. Enfin, quand je dis qui, c'est pas les noms des gens forcément, c'est le nombre de donateurs. Enfin, il n'y a pas un effet d'entraînement. Et justement, vous n'êtes pas un peu devenu le ministre des associations? C'est ça. Et qu'est-ce que vous avez comme critère finalement, si vous avez 3 demandes en même temps? C'est quoi? C'est le contenu? En dehors des aspects techniques, je veux dire. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vient du cœur finalement? Alors c'est sûr que... on m'a souvent posé cette question, mais je sais pas, c'est une association, on fait oublier une autre. Je sais pas, c'est comme avec les enfants. Quand vous pensez à un, il est tout votre monde, et puis quand vous pensez à un autre, il est aussi tout votre monde, et vous avez du mal à choisir. Donc après, oui, il y a des équipes avec qui on a plus d'affinité. Comment choisir? Je pense que ça va être beaucoup dans l'urgence. C'est une des premières questions que je pose en audit, parce qu'on en fait quand même un audit. Encore une fois, il y a des prérequis. Pas tout le monde peut collecter forcément avec le modèle de Charity. Et souvent, les gens me disent qu'il y a une urgence. Par exemple, au moment où on parle, on a encore une campagne qui est en ligne pour l'association Vétérinaires pour tous. Et eux, ils avaient justement des dates limites où ils avaient besoin de collecter. Et on a relevé un beau challenge. C'est ce que j'allais demander. Quelle était la prochaine campagne? Voilà. Eh bien voilà, c'est celle de Vétérinaires pour tous. Alors c'est une très très belle association avec un maillage de vétérinaires, un réseau de vétérinaires qui prend en charge tout ou partie des soins des animaux. Très bien, voilà. Une campagne qui a du chien, bien évidemment. Donc, charity.com/vétérinaire au pluriel. Parfait, Génial. Merci beaucoup Anna Cohen. On se retrouve dans quelques instants avec un coup de cœur et on parlera ensuite documentaire. On sera en compagnie de Michel Noll. Restez bien avec nous dans Les Vraies Voix Citoyennes. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix citoyennes. Aurélie Gros, Stéphane Pellet. Retour des Vraies Voix Citoyennes avec Aurélie Gros et Stéphane Pellet. Et vous avez un coup de cœur, Stéphane Pellet. On va prendre la direction du Tarn-et-Garonne. Ah oui, bien sûr. Mais je vais vous expliquer pourquoi. Parce que moi, il fut un temps, là, je faisais des voyages en mobilette quand j'avais 16 ans. Et puis, c'était il y a longtemps, alors. Quelle ne fut pas ma surprise et ma joie de voir que, justement, dans le Tarn-et-Garonne, c'est ça, je me trompe pas. Absolument. Il y a Marion et Émeric qui nous attendent au téléphone. Et eux, ils sont les fabulous de la mobilette. Ils vont vous dire pourquoi. Bonsoir. 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 Alors, qu'est-ce qui se passe dans le Tarn-et-Garonne? Parce que je crois que vous avez lancé une association, les Fabilettes. Oui, c'est ça. Vous pouvez nous raconter? En fait, c'est quand notre fille a passé son BSR, nous on avait retapé un petit peu des mobilettes. Donc c'était juste avant le Covid et on s'est amusé sur les petites routes du village à faire des tours et de fil en aiguille, le petit noyau a grossi avec des gens du village et du coup on s'est dit tiens, et si on montait une association dans l'idée de nous amuser et aussi de faire un petit peu d'animation. On est dans un tout petit village, donc on trouvait ça assez sympa. Et bonsoir Aurélie Gros. Et alors c'est quoi le principe de l'association ? Alors le principe c'est on organise une sortie mensuelle dès qu'il fait beau jusqu'à ce qu'il fasse trop froid en fait. En général donc de mars à octobre. Tous les premiers dimanches du mois, on fait une balade avec une pause casse-croûte au milieu et peuvent venir les membres de l'asso et plein de gens, tous ceux qui veulent en fait.
on a fait un groupe Facebook, donc les gens sont de plus en plus nombreux. Et là, on en a fait une dimanche, il y avait 30 mobilettes et on redécouvre un petit peu les... C'est génial. Et c'est quoi? Ouais. C'est de la nostalgie ou c'est vraiment de la balade? Alors, c'est de la nostalgie parce qu'on est quand même à une moyenne d'âge d'une 40aine d'années, je pense, largement. Voilà. Et on s'amuse. Vous amenez les magnétophones à cassette, si vous en avez gardé, etc. C'est un côté hyper vintage. Moi, j'adore. Vous aussi, Aurélie, vous aussi, Stéphane. Surtout que moi, j'ai jamais eu le droit d'avoir de mobilette. Moi non plus. Mais là, Marion et Aymeric, je crois que vous avez, parce qu'on vous réinvitera un temps un peu plus long, vous raconterez vos randonnées, mais vous avez un événement à annoncer, je crois. Ah, tout à fait, oui, le 17 mai. Donc, la journée, on fait un vide-grenier. Et le soir, on organise un repas dansant sur le thème des années 80-90. Oui, mais il faut trouver une mobilette dans le grenier, alors. Ah oui. Ça, on a même des mobilettes déco spéciales pour les manifestations à la salle des fêtes. Et ce sera où? Parce que vous n'avez pas dit le nom du village. Ah oui, c'est à Fabas, donc Fabas 82. Et puis on a la chance que la mairie nous prête la salle des fêtes, donc on peut faire des choses un petit peu plus voilà. Et d'où le nom organisées. Fabas Fabilette, puisque c'est la contraction entre Fabas et mobilette. Et fabuleuse mobilette. Et ben moi je trouve ça très On bien vous quand la embrasse. mobilette redevient un moteur de lien social. Oh, oui. Oh là, très Et fort. ça me rappelle une chanson. Je préfère les vélos moteurs qui font. Bah, vous vous rappelez pas? Voilà, c'est ça. Le duo qui chantait ça s'appelle Les Calamités d'ailleurs. Merci Marion et Merci Aymeric. à vous. Merci à Avec vous. Très belle plaisir, et, soirée. vous êtes les bienvenus pour venir nous voir. On reviendra avec grand en plaisir. mobilette, bien On peut sûr. leur prêter une mobilette. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Les vraies voix Sud Radio. Et on retrouve notre deuxième association, Stéphane Pellet. Eh ben, c'est plus qu'une association, Oui. hein, c'est devenu une institution, Michel Noll, puisque c'est le président de Écran des Mondes. Écran des Mondes, c'est à la fois finalement une sorte de contraction entre écran, image, enfin tous les métiers, l'audiovisuel, le cinéma qui sont liés à ce fameux écran qui souvent nous obsède, mais finalement donne aussi de très très belles choses. Et puis aussi le monde que l'on peut parcourir au travers du regard finalement des documentaristes en particulier. Donc Michel Noll, bonsoir. On est ravis de vous accueillir parce qu'il y a quelques jours, vous êtes venu parler d'exception culturelle. Vous qui avez été très longtemps producteur et qui avez, je crois, une bonne centaine de films à votre catalogue. Et puis maintenant, vous faites une sorte de cinéma itinérant à partir des documentaires dont vous souhaitez faire la promotion. Vous nous expliquez ce qu'est Écran des Mondes ? Michel Noll, vous nous entendez? En chœur. Vous nous entendez? il Allô, Michel semble- Noll, on a a priori un petit problème de liaison. Non. On voit Michel Noll parfaitement bien dans l'écran. Michel Noll, vous nous entendez? Non. Alors écoutez, on va faire la pause publicitaire tout de suite et on va rappeler Michel Noll, soit par insert téléphonique, soit recaler la ligne Zoom. Vous êtes bien dans les vraies voix citoyennes avec Aurélie Gros et Stéphane Pellet. On se retrouve dans quelques instants. Sud Radio, votre avis fait la différence. Oui, bonjour Sud Radio, merci de votre émission de donner la parole au territoire sur les campagnes. Sud Radio, parlons vrai. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix citoyennes. Aurélie Gros, Stéphane Pellet. Retour des vraies voix citoyennes avec Aurélie Gros et Stéphane Pellet. Et on a retrouvé Michel Noll d'Écran des Mondes. Stéphane Pellet, vous avez la parole. Oui, je crois qu'il aurait fallu que je fasse plus court sur la magie des images parce que justement, elle a disparu. Bonsoir Michel Noll. Donc, je disais qu'on était Bonsoir. ravis de vous accueillir. Vous êtes à la fois un grand producteur, une centaine de films à votre actif donc dans votre catalogue, mais vous avez tiré de cette expérience une envie de faire partager encore plus les images, les documentaires qui vous tiennent à cœur, qui sont des véritables voyages dans des univers que vous proposez aux spectateurs. Et donc vous avez créé une formule itinérante de village en village. Mais avant ça, peut-être présentez-vous, parce que je pense que votre expérience est assez exceptionnelle, d'autant qu'il y a quelques jours encore, vous étiez avec nous pour parler exception culturelle à Toulon. On vous écoute, Michel.
Alors, en parlant d'exception, pour expliquer, je suis tombé dans ce métier un peu par hasard et j'ai appris les bases du métier de producteur en travaillant, tenez-vous bien, dans l'émission qu'on connaît peut-être encore, qui s'appelait Île aux enfants avec Casimir. Ah oui, oui, effectivement, oui, on le connaît tous. Voici venu le temps des rires et des chants dans l'île aux enfants. Ah bah. Ce soir, c'est Mobilette, Casimir. Voilà, et ça m'a donné donc envie, en sortant du studio, d'essayer de découvrir cette île aux enfants. Et j'ai donc commencé à faire des films. Je suis allé voir un peu partout de ce qu'on pouvait trouver comme belles histoires dans le monde entier. Il y a très peu de pays que j'ai pas visités. J'ai donc fait un grand nombre de films, et puis j'ai eu un petit souci cardiaque il y a quelques années où je me suis dit maintenant on va raccrocher le métier de producteur-réalisateur, on va laisser les jeunes faire, et on va en revanche trouver le moyen de quand même faire vivre un cinéma documentaire que j'appelle un cinéma documentaire d'exception, celui qui aborde des questions citoyennes là où très souvent on passe vraiment à côté de l'essentiel. Et j'ai donc à ce moment-là créé cette association et je lui ai donné une vie à travers plusieurs festivals que j'organise. Aujourd'hui, j'organise 6 festivals qui sont à chaque fois centrés sur une thématique. La première idée était de retraduire en quelque sorte mon envie d'altérité, donc de découverte du monde, en donnant une fenêtre à certaines civilisations souvent millénaires qui ont des choses à nous apprendre, qui ont des choses à nous donner, qui peuvent inspirer nos vies quotidiennes. Et donc j'ai commencé par faire un festival chinois, de documentaires chinois, qui maintenant est dans sa 15e année. Elle a lieu tous les ans dans le cinéma Comartin à Paris. Ensuite, j'ai donné place à une autre civilisation, elle aussi millénaire, qui est la Grèce, en fait la mère de l'Europe, et à travers ça, j'essaie d'aborder des questions d'où venons-nous en Occident, qui sommes-nous et en quoi notre histoire, je veux pas seulement parler des grands philosophes qui ont et de la naissance même de l'idée de démocratie, qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui, sachant que il y a quelques années la Grèce a fait l'objet de remontrances, si je peux dire. Michel, pour pas détailler tous les festivals que vous faites, parce qu'on donnera après les coordonnées d'écran des mondes pour que tout le monde aille voir. Mais qu'est-ce qui fait qu'on continue à aller voir ça sur grand écran, justement, parce qu'on a tendance à se dire, maintenant, avec son téléphone, on a accès à tout. Oui, je visais personne autour de la table, mais j'en voyais sur leur smartphone en train de regarder ce qui se passait dans le monde au travers de cet écran. Pourquoi on va encore voir des festivals et du cinéma ou du documentaire sur grand écran ? Moi, je vois deux raisons principales. Une première, de découvrir un film sur un grand écran, c'est pas la même chose du tout que de le découvrir sur son ordinateur ou sur son portable. Ça, c'est la première chose. On peut vraiment, c'est là où la magie de l'image peut avoir lieu. Et la deuxième raison, c'est, ça nous rappelle que le cinéma, c'est un sport, entre guillemets, une culture collective. On n'est pas seul devant son écran. Et même si je suis content que Netflix ou d'autres plateformes offrent la manière de découvrir un film quand on en a envie, je trouve c'est très tristounet d'être tout seul devant son écran et découvrir un film magnifique qui peut prendre un sens très différent si on sait qu'on n'est pas seul à le regarder. Cette expérience collective qui est qu'on découvre quelque chose d'inconnu ensemble avec des gens qu'on connaît même pas et crée une force de mémoire exceptionnelle. Oui, mais il y a, Michel Noll, il y a une barrière à tout ça, puisque tout le monde n'a pas un cinéma à proximité. Donc comment on peut lutter justement contre cette désertification des cinémas cinématographique. Il y a la désertification médicale, il y a la désertification cinématographique. Tout à fait.
C'est par rapport à un exemple que j'ai mis en place il y a maintenant 5 ans dans la petite communauté de communes où j'habite maintenant à l'est de Paris. C'est la communauté des communes des Deux-Moulins où il y a 31 villages et villes et aucun cinéma. Ce qui était évidemment un choc pour moi en arrivant, mais j'ai pu convaincre les responsables de la culture, de la communauté, de tenter l'expérience, d'engager un dialogue avec les maires de ces villages et de faire un cinéma itinérant. Je prends ma petite voiture, mon projecteur et un très grand écran 4 mètres sur 6, pliable, certes, mais on va une fois par mois dans une salle polyvalente et on s'improvise en cinéma et on a la même force de conviction quand on a un sujet magnifique dans un documentaire et quand on est 40, 50 personnes, des habitants de ces villages qui viennent voir ces films-là. Et il y a du monde, Michel Noll, et la catégorie d'âge, la tranche d'âge qui vient voir vos films dans ces villages est diversifiée? On est plutôt 30 et plus. Je pense qu'on n'a pas forcément la jeunesse de 15 à 30. Et on est en général, on est au moins 30, souvent 60 personnes. Et le tout est suivi, bien entendu, par un débat où chacun s'exprime et partage avec les autres qui sont là ce qu'il a particulièrement marqué dans tel ou tel film. C'est génial, c'est la culture pour tous et partout. Quels sont les documentaires? Allez-y, Michel Noll. Alors, j'allais parler du contenu. En fait, c'est des films que je fais venir d'un peu partout, mais qui sont autour de thématiques qui font débat en France. Un exemple. En débat, il y a des lois qui se préparent sur la question de fin de vie. Oui. J'ai trouvé un film documentaire japonais qui s'appelle Le droit de mourir et il va nous apprendre à travers un récit narratif sur 70 minutes ce que font et ce que pensent les Japonais du même problème. C'est là où on va toucher l'universalité des propos et du coup la discussion qui a suivi ce film était complètement centrée sur ce qui se passe en France et le fait de pouvoir discuter de cette question qui est quand même assez lourde à propos d'un pays qui est très loin, à libérer les langues en fait. Et du coup, on a pu parler de cette thématique-là de manière apaisée. Quels sont les sujets qui intéressent le plus le public en termes de documentaires? C'est en fait des choses qui sont du genre de la vie quotidienne, mais qui ne sont pas forcément, si vous voulez, qui ne sont pas forcément abordées de manière nuancée à la télévision. J'ai un autre exemple, par exemple, l'intelligence artificielle. Tout le monde en parle. Tout le monde en parle. Est-ce qu'il y a des très bons films là-dessus? Moi, j'en connais 3. J'en ai montré un. Je peux vous dire que les gens sont sortis, c'est un film belge, les gens sont sortis de cette projection en ayant une vision beaucoup plus claire de ce que c'était, des dangers que ça représente, des opportunités que ça peut donner. Et du coup, si vous voulez, ils sont ressortis enrichis d'une connaissance nuancée en profondeur du sujet abordé. Alors justement, Michel Noll, ce que vous faites finalement, c'est que vous apportez à la culture générale de tous, vous apportez à notre connaissance du monde un autre regard que celui, en effet, vous avez raison, de l'information en continu, des choses de plus en plus courtes et rapides, les fameux tweets, etc. Vous apportez ce recul, mais vous vous financez comment? Et en même temps que je vous dis ça, j'ai face à moi la championne de France, toute catégorie du financement crowdfunding, c'est donc Anna Cohen qui est là, qui vous écoute. On ne sait jamais, peut-être que votre sujet va l'intéresser, mais est-ce que vous faites appel à la générosité publique pour financer votre cinéma itinérant? En fait, c'est la communauté de communes qui nous donne un coup de pouce, si je peux dire. Donc c'est l'argent public. Donc voilà, c'est une partie de l'argent public et le reste, c'est du bénévolat de cette région même. L'écran du monde elle-même
était donc une association, il y a une salariée et tous les autres qui m'aident, moi compris bien entendu. Nous travaillons bénévolement pour le faire et on y trouve, si vous voulez, un intérêt. Ça remplit l'âme, quoi, si je peux dire une expression un peu bizarre. Voilà. Et Anna, là-dessus, vous n'avez pas une petite idée de plus? Ah bien, je pense que y aurait effectivement du potentiel, vu que y a pas mal de monde, de ce que j'en entends, qui entoure ce projet. Voilà, vous avez donc une possibilité, vous avez l'âme, Anna a le cœur, et donc avec tout ça, ça peut fonctionner. Voilà. Et nous, on a le cerveau d'avoir invité les deux en même temps. Et une intelligence totalement naturelle, pas artificielle, hein, il le rappelait, n'est-ce pas? Quelles sont les prochaines projections qui sont prévues, puisqu'il nous reste quelques secondes, Michel? Je travaille sur le prochain festival japonais qui s'appelle Un petit air du Japon. Il a lieu en juin, début juin, au cinéma Les 7 Parnassiens à Paris. Oui. Un film d'ouverture, juste un mot là-dessus, puis après, un film d'ouverture qui s'appelle Joatsu. Alors Joatsu, qu'est-ce que c'est? Il est de notoriété publique au Japon. Le suicide est un phénomène très très courant. Mais il n'y a pas que le suicide pour, si on veut éviter de se faire gronder par la société. Il y a aussi la disparition. Et phénomène extraordinaire au Japon, il y a des agences qui vous permettent, qui vous aident à disparaître. Et le film va nous parler de cela, et on va suivre des candidats qui veulent disparaître. Et qu'est-ce que ça fait? En sortant de ce film, on peut se poser la question, quelles sont nos propres limites de ce qu'on accepte comme comportement dans la société si on a fauté, entre guillemets. Et je connais très très peu de gens qui n'ont jamais fauté. C'est donc une question tout à fait universelle. Merci beaucoup Michel Noll, mais vous savez toujours qu'à la fin de cette émission des Vraies Voix Citoyennes, Aurélie Gros pose toujours la même et belle question. Alors Michel Noll, comment peut-on vous aider? Comment peut-on faire un don à votre superbe association en attendant une levée beaucoup plus importante? De fond. Alors, il y a un site qui s'appelle Écran des mondes au pluriel, 3 fois au pluriel, Écran des mondes au pluriel. Et nous sommes associés avec la banque Crédit Mutuel qui a offert, où il y a un compte où on peut faire un don. Et je voilà. Formidablement remerciant. Voilà. Merci Michel Noll. Merci Michel Noll. Merci Anna Cohen. Merci Michel Noll, merci Anna Cohen, merci beaucoup Stéphane Pellet et Aurélie Gros. Comme tous les lundis, notre ami François Trio nous rejoint pour parler rugby. On a bien commencé déjà, on a fait un bon week-end en Coupe d'Europe globalement, les clubs français. 4 clubs qualifiés pour les quarts de finale, donc c'est pas mal effectivement. Et donc on fera un gros plan ce soir sur Castres, qui revient à ce niveau-là pour la première fois depuis 23 ans. Et on est très heureux de parler des Castrés avec des invités, Paul Gédrasiac qui sera avec nous notamment. Puis on aura un grand témoin, Vincent Etcheto, ancien entraîneur l'an dernier de Montpellier, mais qu'on a bien connu à l'UBB, voilà, qui sera avec nous à partir de 20h30. Voilà, en plus de Yoann Huget, de Philippe Spanghero et de vous, bien sûr, au 826 300 300. Et de tout ce pack de rêves, on peut appeler ça comme ça. Oui, alors on est très humble, par contre. Oui, voilà. Et puis même si vous êtes plus un gabarit de 3/4 comme Philippe Spanghero et Yoann Huget, qui était brénivant en très grand 3/4, plus que pilier talonneur, on est d'accord. On est d'accord. Mais c'est quand même du très costaud. Allez, on se retrouve tout de suite avec les vraies voix du rugby et nous avec Cécile de Ménibus, demain 17h sur Sud Radio. À demain.